Merci encore à toute votre sympathique équipe de me donner la parole. Et je vais faire le mieux que je peux pour informer et puis par après répondre aux questions. Donc, j'ai préparé un diaporama et où j'ai rassemblé la majorité des infos. Et puis, si vous avez des questions, ben, notez-les. Et puis, par après, on aura l'occasion d'y répondre. Mais il me semble que c'est mieux d'aller dans le sens qui me semble logique. Et pour par après, ben, s'il y a encore des questions, ben, pouvoir y répondre. Et être efficace, puisqu'on est quand même limité par le temps. Donc, autant y aller d'une façon la plus logique possible. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien là? Alors, donc voilà. Donc, la légalisation de l'humusation, ben, on peut être sûr que ça permettra aux humains de se réconcilier avec la mort. Et comment et pourquoi et comment ben, notre mort deviendra malgré tout un processus vraiment réconfortant, voire même plus réjouissant. Après la légalisation de l'humusation, ben, c'est ce que je me propose de voir avec vous. Voilà. Donc, on a déjà fait pas mal d'avancées en Belgique, notamment à Bruxelles et en Wallonie, puisque les Belges francophones vont bientôt avoir un autre choix que l'enterrement et l'incinération. La loi va permettre donc aux défunts d'être humusés, transformés en compost humain et ainsi pouvoir retourner littéralement à l'humus de la terre. C'est sûr ça? Ah ben, en tout cas, c'est ce qui est donc l'humusation, donc c'est la métamorphose en 12 mois des défunts en humus sain et fertile. C'est déjà inscrit dans la législation de la région Bruxelles-Capitale depuis le 9 novembre 2018, donc bientôt 2 ans. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est déjà d'application. Donc, ça a été fait donc, par le ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, qui est aussi ministre des pouvoirs locaux. Et il a commencé à légiférer dans ce sens-là, sous la pression des actes de dernière volonté, donc qui avaient été de plus en plus nombreux à être envoyés aux bourgmestres et échevins des communes de cette région de la Belgique. Donc, c'est vraiment ça qui les a fait se décider, c'est quand ils ont vu que vraiment, il y avait plus que des pétitions, il y avait réellement des actes de dernière volonté. Et pour ça, il faut encore attendre que le cadre légal soit établi et adopté par les députés de cette région-là de Belgique, pour que les citoyens et les citoyennes puissent en bénéficier. Alors, c'est la Fondation d'utilité publique Métamorphose pour mourir puis donner la vie qui porte le projet. Elle a réuni un comité de 28 experts en compostage de toute une série de matières organiques autour d'un processus respectueux des défunts et des familles. Il garantit donc la salubrité publique, la protection de l'environnement, la régénération des sols pauvres, ainsi qu'une contribution significative pour enrayer le dérèglement climatique. Excuse-moi, Francis. Lucie, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Mais tu vois, je suis sur une tablette et j'ai pas de micro, alors je sais pas comment faire. Normalement, c'est en bas à gauche et vous avez un truc qui s'appelle muet. Je sais pas, sur tablette. Désactiver le... Voilà, parfait. Merci. Voilà. Donc, sinon, vous avez entendu quand même le début? Enfin, l'humusation, donc, c'est la réponse écologique afin d'honorer nos défunts tout en prenant soin des vivants. Ça respecte parfaitement les lois de la nature et l'humusation est donc sûre, durable et permet des réductions importantes des émissions de CO2, des utilisations des terres et des pollutions chimiques. Les constats de base, c'est qu'une poule, ça se composte très bien. Donc, c'est là le point de départ de tout. C'est qu'on a vu qu'avec une poule, ça se passait très bien. On a évidemment vérifié ça avec d'autres animaux domestiques. Et
une certitude déjà, c'est qu'on savait à l'époque que les vaches tombaient malades quand elles s'abreuvaient au ruisseau qui serpente en aval du cimetière de l'Écaillès, c'est-à-dire près de Rocroi, donc près de la frontière avec la France en Belgique. Dans toutes les forêts, tout le monde peut constater que tout pousse tout seul, que les sous-bois, ça sent toujours bon l'humus. Alors, je veux finir en compost puisque c'était vraiment, après avoir eu l'occasion de lire le livre d'Alwin Seifert, d'avoir commencé à appréhender l'art du compostage, depuis début des années 80, pour mon père et moi, c'est limpide. C'est mourir qu'en sachant que 12 mois plus tard, on va pouvoir faire pousser des fleurs, des arbres et pourquoi pas des poros, c'est pas mourir. Et donc, j'aimerais même que mes proches profitent de l'occasion, 12 mois après, pour fêter le début de toutes ces nouvelles vies. Alors, un enfant de fin d'école primaire le comprend dans l'instant que quand on enterre ou quand on incinère, en parenthèse, c'est ce qu'on fait aussi avec nos immondices, nos chers défunts, c'est vraiment empêcher irrémédiablement de rendre aux couches superficielles de la Terre ce qui reste de ce qu'elles nous ont généreusement donné. C'est casser à jamais le cercle vertueux de la vie sur Terre. D'ailleurs, aucun animal ne le fait pour ses congénères morts. Et la pollution dans la nourriture nous rend malades. Ça, c'est évident pour beaucoup de personnes. Alors, pourquoi nos autorités politiques n'ont-elles pas encore saisi l'opportunité de passer à la postérité, puisque ça sera une réelle évolution de conscience. C'est étonnant, puisque ça fait quand même 6 ans qu'on a commencé à propager l'idée qu'elle n'ait pas saisi cette opportunité unique, finalement, de rester dans les annales. Pourtant, au vu de nombreuses initiatives visant à introduire de l'écologie dans les funérailles, le système en vigueur ne convient plus vraiment à la demande citoyenne. On refuse de réinventer vraiment nos traditions funéraires, mais on irait même jusqu'à favoriser des nouvelles pratiques qui n'existent pas non plus dans la nature, c'est-à-dire l'aquamation, la cryomation. Il n'y a jamais personne qui a fait la moindre pétition, qui a signé la moindre pétition pour ça, et pourtant, il semblerait que ce serait en passe aussi d'être légalisé, alors que, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a personne qui a rêvé de ça. Alors, donc, pour nous, il me semble qu'il faut sortir du cadre pour améliorer le système en vigueur, puisque le greenwashing ne fait que rafistoler en apparence le problème du système en vigueur. Hein, ce n'est pas parce qu'on va faire des cimetières plus verts ou bien qu'on va mettre une urne biodégradable pour mettre les cendres que ça va changer vraiment le problème qui est d'avoir cassé le cycle de la vie. Et par contre, ça deviendra de plus en plus compliqué pour les gens de prendre leurs décisions si il y a toutes ces innovations qui n'en sont pas vraiment, mais qui pour certains pourraient déjà être mieux que rien, et donc pour éviter qu'elle reste dans le système en vigueur. Apparemment, il va y avoir déjà un arrêt dans 10 minutes. Je ne sais pas. C'est ça. Ce que je viens de dire. Ouais, c'est ça. Alors, donc, il faut, je pense, mettre de côté l'arrogance de croire que c'est la technologie qui va résoudre tous nos problèmes, et au profit de plus d'humilité. Il me semble que c'est ça qu'il nous faut pour que ça soit, pour transmettre encore un monde vivable à nos enfants, à nos petits-enfants. Alors, je suppose que vous avez déjà vu cette infographie sur le site. Donc,
c'est l'image qui nous permet qui permet aux gens d'avoir en une page vraiment à la fois le concept et les différentes étapes pour arriver, après les 12 mois, à avoir une centaine d'arbres qui vont pousser grâce au terreau obtenu. Donc, on voit que tout ça se passe sur le sol. Donc, c'est la grosse différence par rapport à l'enterrement classique, c'est que on ensevelit le corps, mais pas dans la terre, mais sur le sol et dans une butte de broyat végétal. Et ça change vraiment tout au niveau des résultats, puisque on se met dans les conditions pour que les lois de la nature puissent vraiment s'exprimer au maximum. Alors, les humuseurs. Donc ça, c'est vraiment ceux qui vont faire le travail. Donc, c'est le monde de l'infiniment petit, aussi bien du sol que qu'on a déjà dans notre corps. Donc, c'est les micro-organismes qui vivent en aérobie, tels que les bactéries, les champignons, qui sont présents uniquement dans les tout premiers centimètres du sol, puisqu'ils ils ne vivent qu'en présence d'air. Et c'est en collaboration avec tout le microbiote, humain, donc principalement la microflore intestinale, toutes nos bactéries, tout ça ensemble vont en fait métamorphoser les matières organiques mortes en humains sains et fertiles, en humus sains et fertiles. Et donc, leur façon de travailler, c'est de morceler, puisqu'ils sont tellement petits qu'ils ne vont pas nous manger, ils vont en fait se borner à scinder les chaînes moléculaires organiques pour les recycler admirablement, comme celles des polluants chimiques, et ça pour les rendre inactifs, et ça sans s'en rendre compte. Leur fonction, c'est de tout morceler pour finalement rendre à la Terre les restes de ce qu'elle nous a donné. Et donc, voilà, et ça c'est pour enfin arrêter d'empoisonner encore plus tous les êtres vivants sur Terre, puisque les pratiques actuelles ne tiennent pas compte de la pollution qu'on a en nous, et ça propage ad vitam aeternam ces polluants chimiques dans l'atmosphère, dans les sols, dans l'eau, et donc ça devient de moins en moins vivable pour tous les êtres vivants sur Terre. Alors ça, c'est une cuillère à thé, et dans cette cuillère à thé, il y a évidemment de la terre, mais surtout, alors qu'on nous a fait croire que c'était sale, c'est en fait un monde incroyable de bactéries, de champignons. Il y en a 3 milliards dans une cuillère à thé, et dont 1 million de champignons, notamment des levures, des moisissures, qui ont cette fonction, depuis que le monde est monde, c'est quand même plusieurs centaines de millions d'années, de recycler en permanence tout ce qui tombe à leur portée, mais à condition qu'ils y aient accès. Alors, leur chef-d'œuvre, c'est d'une part de boucler le cycle de la vie, et notamment en décomposant les matières les plus dures, comme par exemple le bois. À gauche, vous avez la photo d'un piquet en bois qu'on a déterré avant qu'il ne casse. Et donc, on voit très bien qu'il n'y a qu'une toute petite partie du piquet qui a commencé à être décomposée. Le pied est toujours intact et la partie aérienne est toujours en bon état. Donc, il n'y a que les champignons qui sont capables de faire cette décomposition, aussi bien pour le bois que pour les os. Donc, depuis qu'on a enterré, et même depuis qu'on a incinéré, où là aussi les os sont complètement soustraits de la biosphère, eh bien, on n'a jamais pu rendre correctement à la terre, au premier centimètre du sol, notamment le phosphore et le calcium qu'il y a dans les os, qui ont tout le temps été soustraits de la biosphère. Donc, en résumé, c'est l'humusation des humains morts grâce aux humusateurs agréés peut sauver l'avenir de l'humanité sur la planète Terre.
si et seulement si l'humain a l'humilité et la gratitude de rendre après usage aux humuseurs tout ce qui reste de ce que la terre lui a donné, pour en refaire de l'humus sain et fertile, seul capable de produire naturellement toute la nourriture de qualité pour toute la biodiversité indispensable afin de vivre heureux en bonne santé dans le paradis terrestre. Alors, donc la première proposition, c'est de remplacer « tu es poussière et tu retourneras en poussière », qui est peut-être idéal pour justifier la crémation, puisqu'il n'y a rien qui ressemble plus à des poussières que des cendres, par « tu viens de l'humus et tu retourneras en humus ». Et c'est vraiment dommage que l'enterrement, on l'a appelé inhumation. On pourrait faire croire qu'on va nous mettre dans l'humus, mais moi, je n'ai jamais trouvé la moindre trace à 2 mètres de profondeur. Alors, le processus va s'accompagner d'économies substantielles. C'est peut-être un peu ça qui bloque un peu l'humusation, c'est qu'il y a certainement des lobbies qui n'ont pas vraiment intérêt à perdre une partie de leurs bénéfices. Et donc, on va quand même les détailler sans aller vraiment trop dans les détails. C'est d'une part, on n'aura pas vraiment besoin de cercueil. On va plutôt le louer, puisqu'on va s'organiser pour avoir un cercueil qui sera facilement réutilisable. Il n'y aura pas besoin non plus d'une pierre tombale monumentale, juste une stèle en bois ou en pierre du pays pour marquer d'abord la butte de mise en humusation, puis par après l'arbre dans l'espace commémoratif. Alors, on va avoir à payer la location d'un espace de 6 mètres carrés, mais seulement pendant 1 an, au lieu de 10 ans minimum, voire beaucoup plus, dans un cimetière. Alors, au niveau des frais d'embaumement, évidemment qu'on on ne va pas autoriser la thanatopraxie, puisque c'est empêcher la décomposition du corps, et nous, ce qu'on veut, c'est la favoriser. Et donc, il y aura juste éventuellement le maquillage du visage, mais donc ça n'aura rien à voir avec les frais de thanatopraxie, qui sont quand même de l'ordre de 1 000 €, entre 700 et 1 000 €. Et il n'y aura non plus pas de frais pour l'entretien de l'espace commémoratif en dessous de l'arbre. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, ça va quand même être une économie de 2 000 à 3 000 € en moins par funérailles. Donc, c'est peut-être une des raisons pour laquelle il y a une certaine opposition des lobbies des pompes funèbres qui craignent peut-être pour leur fin de mois future, mais ça m'étonnerait quand même que d'un coup, tout le monde passe à l'humusation. Donc, je pense que ce n'est pas les pompes funèbres de la génération actuelle qui risquent d'avoir des problèmes de rentabilité. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, c'est bon, je pense. Oui, on y va. On y va. OK. Alors, donc avec ces 2 000 à 3 000 € d'économie, pourquoi pas? Ce ne sera pas une obligation, mais on pourrait très bien, puisqu'on était disposé de toute façon à les payer maintenant, même si ça nous paraissait de plus en plus difficile à supporter, mais on pourrait, en tout cas pour ceux qui le peuvent, faire en sorte, puisqu'on va déjà diminuer l'empreinte écologique grâce à notre pratique, puisqu'il va y avoir une centaine d'arbres qui vont pousser par corps humusé, puisqu'on va se retrouver avec 1,5 mètre cube de super compost. Donc, ça va déjà permettre de diminuer l'empreinte écologique d'à peu près 5% par rapport de l'empreinte écologique de la personne. Et par rapport aux pratiques actuelles qui l'augmentent encore de minimum 5 à 10%, ça fait quand même un écart de 10 à 15%. Donc, ce n'est pas négligeable du tout. Mais pourquoi s'arrêter en aussi bon chemin? Puisque on a des accords déjà avec une ASBL belge qui est en train de reboiser Madagascar. Et donc, ils ont fait le calcul qu'un Européen moyen qui meurt à 76 ans avait émis en moyenne 1 000 tonnes de CO2 pendant toute sa vie.
Et ils ont calculé qu'à Madagascar, en tout cas dans les conditions où ils sont, il fallait faire pousser plus ou moins 10 000 arbres pour fixer en 20 ans tout le CO2 que la personne avait émis pendant toute sa vie. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils le font à Madagascar? C'est parce que finalement, le terrain ne vaut plus rien. Et c'est la même chose en bordure de toutes les zones qui sont en voie de désertification. Et donc là, avec 1 euro, on peut faire pousser 4 arbres. Et comment je vais dire, les arbres qui poussent, ben, ça va permettre de recréer des terres autofertiles sur le désert et empêcher finalement ou dissuader les gens d'immigrer massivement. Et donc avec 2 500 euros, puisque si on divise 10 000 par 4, ça fait 2 500 euros, c'est le coût moyen pour compenser la totalité de son empreinte écologique. Donc quasiment faire en sorte que ben, c'est comme si on n'avait pas vécu sur Terre, on a annulé toutes les émissions de CO2 qu'on a fait en tout cas pendant toute sa vie. Donc, au niveau du climat, c'est quand même assez extraordinaire. Ça, c'est notre banderole que vous voyez d'ailleurs un peu derrière moi, qu'on a fait avec nos bénévoles pour aller dans les manifestations pour le climat. Et donc, quand ça sera légal, chaque défunt va faire pousser 100 arbres là où il va être musée. Et avec les économies, on va pouvoir donc compenser la totalité du CO2 émis pendant toute sa vie pour le prix des funérailles classiques. Donc ça, au niveau du climat, 10 100 arbres, c'est une sacrée aide, il me semble. Donc on peut transposer ça sur le cas de la France, hein, puisque quand il y aura un Français sur 10 000 seulement qui pourra être musée, puisque ça c'est les chiffres de 2018, mais ils n'ont pas beaucoup changé en 2019, le nombre de décès a été de 614 000. Et d'après les indications qu'on a maintenant, malgré le Corona Circus, ben, on ne va pas vraiment dépasser largement, en tout cas, le nombre de morts en 2020 par rapport aux années précédentes. Enfin, ça, je ferme la parenthèse. Et puis, après la légalisation de qu'on pourra user ne fût-ce que 1% des défunts qui vont mourir, eh bien, ça fera 614 000 arbres au moins chaque année qui pousseront en France. Et ça, c'est grâce au super compost obtenu, puisque 100 arbres, c'est-à-dire soit 1 hectare de sol pauvre qui va être rendu autofertile en agroforesterie par défunt. Et dans le monde, hein, donc en bordure des zones en voie de désertification, on pourra financer la plantation de 61 400 000 arbres pour arrêter l'expansion des déserts et aussi, par ricochet, l'immigration des populations locales en Afrique principalement, 10 000 arbres par défunt, tout en restant dans le budget des funérailles classiques. On a déjà quand même quelques avancées, on doit se contenter de peu finalement, mais c'est quand même déjà pas mal. C'est que la mort devient déjà beaucoup moins tabou. Et donc, grâce évidemment à notre communication, de tous nos bénévoles qui consacrent énormément de temps et d'énergie pour informer sur notre alternative écologique, il y a de plus en plus de personnes qui en parlent plus facilement et qui osent même aborder ce sujet plus sereinement, même dans des réunions de familles festives, ce qui permet donc aux familles d'en savoir plus sur les souhaits des uns et des autres, avant d'être mis devant le fait accompli, parce que ce n'était pas souvent le cas avant, et puisqu'on n'aimait pas de parler de ça, ben, finalement, on ne savait pas vraiment ce que les gens avaient prévu, du moins ceux qui sont morts plus vite que ce qu'ils n'imaginaient. Alors, l'acte de dernière volonté, c'est vraiment notre meilleur atout. On en a déjà parlé tout à l'heure. C'est grâce à ça que les autorités politiques, notamment de la région Bruxelles-Capitale, quand ils reçoivent massivement ces actes de dernière volonté, ils sont de plus en qui prouvent qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir vraiment l'humusation et à boycotter vraiment de façon catégorique l'enterrement et l'incinération.
c'est ça qui nous aide le plus. L'idéal, c'est de l'envoyer par mail à tous ces élus locaux. Donc, tout est bien expliqué, il me semble, sur notre site pour qu'on puisse le faire en quelques clics. Il suffit de suivre la procédure qu'on a mis tout en bas de la page d'accueil notamment et un peu à d'autres endroits sur notre site. Et donc, voilà, il faut, on les envoie à nos élus locaux parce que c'est eux qui sont les mieux au courant des problèmes qu'il y a dans les cimetières, au moins, et même autour des crématoriums. Et donc, il faut qu'ils témoignent de cette urgence-là auprès de leurs collègues au Parlement parce que la plupart du temps, mis à part ceux qui sont confrontés avec les problèmes réels, les autres préfèrent ne pas trop évoquer la mort puisque ça fait souvent remonter des émotions qui ne sont pas souvent agréables puisqu'on a tous enterré ou incinéré l'une ou l'autre personne de notre entourage. Et donc, l'acte de dernière volonté, c'est ce qui est de plus efficace et c'est bien plus que les pétitions, même si les pétitions en ligne sont intéressantes puisque ça prouve qu'on est de plus en plus nombreux à avoir au moins signé ce mini acte de dernière volonté, puisque les pétitions en ligne sont des pétitions que les gens signent librement et ils ne le font en général que s'ils sont déjà convaincus pour eux. Mais évidemment, la plupart du temps, ils attendent de voir que ça soit légal pour envoyer leur acte de dernière volonté. Donc, tout ça se trouve donc sur le site humusation.org. Je vous montre un petit peu donc, le bas de la page d'accueil où il y a les 3 formulaires à remplir. On peut les remplir donc, sans devoir les imprimer. Toutes les cases sont cliquables. Donc, toutes les cases que vous voyez là, si vous allez avec votre curseur, vous allez pouvoir voir la possibilité de remplir avec le clavier de votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin de le signer physiquement puisque vous allez renseigner la même adresse courriel que vous allez utiliser pour l'envoyer à votre maire et à tous ses adjoints. Et ça, il y a une petite recherche à faire dans votre région pour les connaître sur le site Internet de la commune, par exemple. Alors, la plupart des gens, même s'ils ne le disent pas, ils se disent, mais moi, je suis en bonne santé, je ne suis pas prêt à mourir, donc pourquoi est-ce que j'irais déjà faire une démarche d'envoyer mon acte de dernière volonté? Ce serait plus logique d'attendre au moins que ça soit légal, voire même de l'avoir vu, avant de me décider. Il y a quand même beaucoup de saint Thomas en puissance autour de nous, donc, et c'est normal, hein, puisque ça n'a jamais été fait, donc c'est déjà étonnant qu'on en ait autant, puisqu'on est maintenant pas loin de 5000 à avoir envoyé, fait cette démarche, en tout cas qu'on ait été informé de ça, parce qu'il y en a peut-être qui le font sans nous en informer. On propose de nous mettre en copie, mais tout le monde ne le fait peut-être pas. Et donc, c'est pourtant essentiel de l'envoyer quand même, ne fût-ce que par solidarité envers toutes celles et ceux qui sont déjà vraiment convaincus, mais qui n'ont peut-être plus trop le temps d'attendre. Afin qu'ils puissent avoir plus rapidement la chance de bénéficier de ce traitement de faveur pour leur corps après sa mort. En attendant, on peut déjà évidemment se mettre à composter toute une série de choses, notamment nos soi-disant déchets organiques qui sont finalement des ressources pour la terre. Composter aussi, pourquoi pas, nos animaux de compagnie, si on en a le cœur et si on a évidemment un compost qui tourne bien à proximité. Ou demander, ça c'est surtout pour la Belgique, à votre vétérinaire de nous contacter pour que nous puissions humuser ces animaux de compagnie. On peut aussi évidemment passer aux toilettes sèches, c'est un tout autre débat, mais c'est quand même aussi un des problèmes majeurs qu'on a pour le moment, aussi avec nos déjections, quand on tire la chasse, on ne se rend pas compte que finalement on casse aussi irrémédiablement le cercle vertueux de la vie sur Terre, puisque les déjections sont un élément essentiel pour la fertilisation, à rendre à la Terre correctement, plutôt que d'aller souiller de l'eau d'une façon irrémédiable.
Alors, on peut aussi, on peut de plus en plus, puisque maintenant, on va le voir par après, on va donner des formations pour devenir humusateur, mais on peut déjà, dans sa région, se former pour devenir guide ou maître composteur, et puis expérimenter autant que possible la permaculture, l'agroforesterie. Ça ne fait jamais de tort de s'y mettre le plus vite possible. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est rendre hommage aux humuseurs, hein, puisque c'est finalement l'élément essentiel de notre démarche. Finalement, ce n'est pas l'humain qui va faire le travail, c'est nos meilleurs alliés. Et donc, voilà, on a fait un petit texte, hein, puisque voilà, c'est assez condensé, mais après l'humusation et l'humusateur, on a trouvé le troisième néologisme, le raccourci idéal pour nommer le chaînon le plus important pour la réussite de notre concept, qui nous manquait encore. Donc, dans une but de mise en humusation, c'est grâce aux humusateurs qui veilleront à mettre en place les conditions idéales de rapport carbone-azote, d'humidité et d'aération. Donc, ça, c'est uniquement ça que l'humain va faire, c'est juste s'assurer que ça se passe bien, que les conditions soient bonnes pour que ça se passe bien. L'humus final, ça sera le chef-d'œuvre des humuseurs. Tout ce monde donc invisible, de l'infiniment petit, incapable de nous manger, qui est présent uniquement dans les 20 premiers centimètres du sol et qui vont œuvrer gratuitement et sans relâche en collaboration avec toute notre microbiote, principalement la microflore intestinale, nos bactéries, pour métamorphoser en 12 mois les humains morts en humus sains et fertiles. Scindant donc en petits morceaux aussi bien les chaînes moléculaires des matières organiques pour les recycler admirablement que celles des polluants chimiques pour les rendre inactifs, afin d'arrêter enfin d'empoisonner encore plus tous les êtres vivants sur Terre. C'est ce qui se passe quand on enterre et quand on incinère, qu'on le veuille ou non, malgré toutes les prières du monde. Alors, il suffirait donc que l'humain fasse preuve de plus d'altruisme envers ses meilleurs alliés, en ayant l'humilité et la gratitude de rendre correctement aux humuseurs toutes les matières organiques mortes, y compris les animaux et les humains morts, ainsi que toutes leurs déjections. Les humuseurs en referaient de l'humus sain et fertile, capable de faire pousser avec un minimum d'effort humain toute la nourriture de qualité pour toute la biodiversité qui nous est indispensable, qui est indispensable à la vie de l'humanité sur Terre. Donc l'économie circulaire parfaite existe, à nous les humains d'en reprendre vraiment conscience afin de pouvoir jouer ce rôle capital, trop souvent et trop longtemps délaissé, donc mettre à disposition des humuseurs tout ce qui reste après usage de ce que la Terre nous a offert, pour recréer le paradis de l'abondance en faisant toutes et toutes notre part du colibri. Voilà, ça c'est notre deuxième banderole qu'on aime bien promener dans les manifestations. Donc, si on associe la permaculture, l'autarcie, c'est-à-dire les toilettes sèches et l'humusation, ben là, on peut dire que le climat est sauvé et qu'on a vraiment toutes les chances pour recréer le paradis sur Terre, le paradis de l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'il en est des tests sur les humains? Donc, malgré tous nos efforts, donc depuis plus de 5 ans, nous n'avons toujours pas eu l'autorisation d'humuser des dépouilles mortelles de quelques humains consentants, afin de démontrer que c'est nettement mieux par des tests scientifiques sérieux. On a pourtant donc un comité de 28 experts qui a validé notre process. Tout prouve que c'est le cas pour tous les animaux, du perroquet au cheval. Lucé Louvain, qui a obtenu le budget de la Wallonie pour faire les premières expérimentations, tergiversent encore pour ne composter que des porcs et ne le font même pas correctement. Alors, puisque on a perdu l'espoir d'avancer vraiment avec Lucé Louvain, vraisemblablement qui est trop sous l'influence des lobbies des pompes funèbres, mais bon, voilà, c'est juste une impression. En tout cas, on ne comprend pas pourquoi ils nous ont fait croire qu'ils allaient nous aider, alors qu'en fait, ils ne font que retarder et nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on a
élaborer une nouvelle stratégie pour pouvoir sortir de cette ornière. Et donc, on a créé depuis maintenant 1 an le premier centre pilote pour l'humusation. Et il est financé par les citoyens et les citoyennes. C'est à Fourrières, donc à 7 km au sud de Rochefort, mais en Belgique. Donc, on a un terrain donc, de 3 hectares 8, mi-forestier, mi-agricole, donc idéal pour faire non seulement la mise en humusation, mais aussi la revalidation des sols qui ont été malmenés. Et donc, pour le moment, on a déjà mis en humusation des animaux de compagnie via les vétérinaires, et on l'a fait pour pouvoir déjà commencer les formations, notamment des futurs humusateurs agréés. On fera aussi les formations des agents communaux, des fossoyeurs, désireux d'exercer un métier beaucoup moins pénible. Et donc, c'est une coopérative à finalité sociale, donc c'est un partenariat public-privé, donc on veut laisser la porte ouverte aux scientifiques de tout bord, de venir faire des prélèvements sur ce qu'on va faire pour avoir vraiment des résultats concrets, pour montrer que, évidemment, que l'humusation fait nettement mieux que les pratiques actuelles, puisque c'est pas compliqué, on fait des choses qui sont pas du tout prévues par la nature, donc ça ne peut que foirer. La part, elle vaut 250 €. Dans certains cas, il y a la déductibilité fiscale, et on a toutes les informations donc, sur l'onglet coopérative de notre site Internet. Alors, pour digérer et intégrer tout ça, on a plusieurs atouts. Donc, on a d'une part notre livre qui est paru il y a maintenant 3 ans, quasiment jour pour jour, notre plaidoyer pour l'humusation, on a déjà 124 pages. Et puis, depuis janvier 2020, on a un fascicule de 24 pages en plus pour faire état des mises à jour et nos réponses aux nouvelles questions fréquentes, notre infographie qu'on n'avait pas au début, qui est en page arrière de ce fascicule. Donc, on a plus de 150 pages finalement d'informations, de publications écrites, papier, ce qui est souvent plus confortable pour prendre vraiment connaissance de tous les tenants et aboutissants de notre proposition. Et donc, on n'est pas un but lucratif, donc on fonctionne par don. Et donc, en fonction des dons qu'on reçoit, on offre en cadeau ces publications. Et ça permettra quand même à toutes celles et ceux qui le voudront par après d'économiser au moins 2 000 à 3 000 € par funérailles. Donc, je pense que ça vaut la peine d'au moins se procurer les publications pour nous aider dans notre travail de lobbying, et peut-être aussi, pour ceux qui le peuvent, de contribuer au financement des infrastructures pour pouvoir avoir un centre pilote qui va pouvoir bientôt accepter, dans le respect des défunts, dans le respect des familles et du processus qu'on a mis en place, les premières humusations sur des dépouilles mortelles d'humains consentants. Alors, la loi d'attraction, j'imagine que vous avez déjà entendu parler. Donc, pour nous offrir la chance de faire ce saut quantique indispensable pour lâcher les préjugés les plus ancrés, donc lorsque nous serons de plus en plus nombreux à en visualiser déjà tous les nombreux bienfaits pour nos enfants, petits-enfants, plus vite les législations s'adapteront. Pourquoi pas inviter toutes celles et ceux qui nous veulent du bien à lire régulièrement avec nous, même à distance, notre incantation, inspirée de celle de Don José Carmen, capable de faire tomber la pluie. Donc, c'est un Mexicain qui nous a inspiré, en fait, cette ode à l'humusation. Alors, voilà, je vais me permettre de la lire. J'espère que vous allez la lire avec moi. J'exprime toute ma gratitude pour tout ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Je rends grâce pour l'enterrement et l'incinération, car c'est ainsi que les corps des défunts furent traités jusqu'à maintenant. Je suis conscient de mon statut de co-créateur et je choisis de ressentir l'humusation dans tout mon corps.
je vois le bel aspect du supercompost obtenu grâce aux humuseurs œuvrant gratuitement et sans relâche pour la métamorphose en 12 mois des défunts en humus sain et fertile. Je sens la bonne odeur de sous-bois qui s'en dégage. Avec 1%, cela suffira pour assurer durablement la croissance harmonieuse des fleurs vivaces de l'arbre fruitier choisi afin de matérialiser les espaces commémoratifs individuels pour les familles. Je perçois déjà les effets salvateurs des 99% restants pour la régénération des sols les plus malmenés par l'exploitation humaine. Ce super compost y fera pousser naturellement des arbres vigoureux, capables de produire les fruits les plus sains et les plus savoureux, afin de pouvoir fixer un maximum de CO2 pour contribuer à enrayer autant que possible le dérèglement climatique. Avec toutes les économies réalisées par rapport aux funérailles conventionnelles, celles et ceux qui le veulent ont le budget pour financer la plantation de jardins-forêts comestibles en permaculture sur les terres arides en bordure de désert afin de pouvoir arrêter leur expansion et l'immigration des populations locales tout en fixant en 20 ans tout le CO2 émis au cours de leur vie. Tout est déjà accompli. Je remercie pour la chance qui m'a été offerte de choisir l'humusation. J'honore l'univers pour les multiples possibilités qu'il m'offre à chaque instant. Donc, on l'a publié dans notre livre et il est maintenant sur le site, ce texte-là. Voilà, donc c'est terminé. Pour le moment, moi, je propose de laisser la place aux questions que vous avez vraisemblablement envie de poser pour éclairer l'un ou l'autre point de ce que je viens de dire, ou d'autres choses. Je ne sais pas, je n'entends plus rien, donc... Nous sommes vivants. Voilà, je vois que dans le chat, il y a 15 questions dans le chat. Alors, ce n'est pas toujours des questions, mais... Ah non, ok. Ouais. Okay. Tu vois les questions? Ben oui, mais donc il y avait des problèmes d'accès, que ça ne fonctionnait pas avec le PC. À 42, je pense. Ouais, donc la visio est enregistrée. Donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là au départ, ben, ils auront l'occasion de voir l'enregistrement, j'imagine. Le PowerPoint, je peux le partager sans problème. Et voilà. À part ça, je ne vois pas grand-chose. Attends, si, il y en a encore en dessous. Si tu as des questions à partir de 7h42. Voilà, je vois Olivier Saint-Jour qui s'excuse pour son absence. Le problème technique est réglé. Donc, l'humusation d'un corps produit 1,5 m², donc pas 1,5 m², hein, donc 1,5 m². Voilà, donc pourquoi on dit ça? Ben parce que, en fait, on a besoin, on ne va pas fertiliser 1 hectare, on va en fait fertiliser l'espace pour faire pousser une centaine de gros arbres qui, par après, dans leur vie, vont en fait contribuer à rendre autofertile vraiment tout l'espace, puisqu'on sait très bien que c'est les arbres qui font que les sols deviennent autofertiles par les matières organiques qu'ils produisent, qui tombent sur le sol et qui font en fait l'amélioration du sol. Alors, pourquoi dites-vous que... oui. Tu peux remettre ta vidéo pour qu'on te voit? Ah bon, mais je ne l'ai pas coupé. Attends. Si, je pense que tu... Ah si, je l'ai coupée. Ouais, ouais. Elle est coupée, mais je ne sais pas. Oui, c'est ça. Il faudrait que tu la remettes. Ben oui, mais j'ai beau cliquer dessus, ça ne bouge pas. Attends, parce que ça sent le temps. La notification qu'on a 10 minutes, donc ça sera la même opération, on se déconnecte et on se reconnecte si on a encore des questions. Okay? Oui, mais ce qui est bizarre, c'est que je n'arrive pas à remettre la vidéo. Ah ben, peut-être que comme ça va aller. Non, même pas. Je vois qu'elle est barrée, mais j'ai beau cliquer dessus. Ah, voilà. Voilà. J'avais mal cliqué peut-être. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que l'humusation des porcs n'est pas faite dans de bonnes conditions? Ben,
On peut déjà dire qu'ils ont été jusqu'à enterrer carrément une butte de compostage. C'est quand même un peu incroyable parce qu'on dit partout que nous, ça doit se faire sur le sol. Et ils ont commencé d'abord par enterrer carrément une butte de compostage. Alors évidemment, ça ne s'est pas fonctionné. Et ça, il n'y avait même pas besoin de dépenser de l'argent pour en avoir la certitude. Et puis par après, ils n'ont pas fait l'humusation. Ils ont mal fait le compostage. Donc, ce n'est même pas un bon compost qu'ils ont fait. Donc, ce n'est certainement pas l'humusation. Ils ont fait n'importe quoi. Ils n'avaient pas la formation nécessaire pour faire du bon compost. Et donc, ils ont fait n'importe quoi parce que vraisemblablement, on n'a pas été admis dans le comité de pilotage de ces tests. Donc, on n'a des informations que par la bande. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont même pas vérifié l'humidité dans la butte. Ils ont utilisé du broyat vraiment très grossier avec des branches de plus d'1 centimètre de diamètre. Et puis voilà, rien n'a été fait dans les conditions que nous, on préconise, puisque, pour rappel, ce qu'on propose, c'est un compost vraiment haut de gamme avec toute une série d'astuces pour être certain que ça va bien se passer, puisque nous, ce qu'on veut, c'est avoir des résultats exceptionnels pour que les gens, ce soit ces résultats-là qui incitent les gens à adopter cette pratique. Donc, on a mis en place toute une série de précautions pour avoir vraiment pendant les 12 mois tout ce qu'il faut, les bonnes conditions pour que ça se passe vraiment bien et pas simplement bien, mais super bien. Donc, à l'UC Louvain, manifestement, le but n'était pas de nous aider, mais de faire en sorte qu'on enterre carrément le processus d'humusation. Alors, l'humusation n'existe pas dans les pays, dans aucun pays européen, en tout cas pas à notre connaissance. On a juste des informations sur ce qui se passe dans l'État de Washington, à Seattle, où il y a une équipe qui, depuis aussi quelques années, s'est mise en tête de mettre en place un compostage humain. Mais c'est fait donc par des Américains dans le but de faire beaucoup de dollars. Et donc, c'est fait dans un hangar avec des cylindres qui tournent. Ça fait hors sol et avec une adjonction forcée d'eau et d'air pour que ça soit fait au pas de course, puisqu'il faut que ça soit rentable. C'est bâclé en 1 mois, maximum 2. Et donc, dans ces conditions-là, on a sans doute déjà nettement mieux que les pratiques en vigueur, puisque eux ont déjà pu faire des tests sur des cadavres humains depuis 2018. Depuis 2019, c'est dans la loi, mais c'est d'application dans quelques jours. Donc, ils vont pouvoir accepter les premiers cas de recomposition, puisque c'est comme ça qu'ils appellent leur processus, qu'on ne peut absolument pas appeler humusation. C'est une recomposition. Vraisemblablement que le terreau obtenu ne devrait pas avoir les mêmes qualités qu'un compost, qu'un terreau obtenu en 12 mois avec toutes les lois de la nature sur le sol. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, parce que je ne les vois peut-être pas toutes. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut poser des questions? Oui, tu as des questions dans le chat, je ne sais pas si tu les vois. Mais ah voilà, qu'en est-il des os au bout d'1 an? Ouais. Ben, d'abord, dans notre livre, et notamment sur l'infographie, on dit bien qu'après plus ou moins 4 mois, on va donner le petit coup de pouce qu'il faut pour que les os soient aussi métamorphosés en humus. Et donc, on va les mouliner, on va les émietter, puisque c'est des matières qui sont relativement dures à décomposer, et que les os sont entourés d'une membrane qui est difficile à percer par l'infiniment petit.
Et donc, en les émiettant, eh bien, on s'aperçoit que dans les 9 mois, dans les 8 ou 9 mois qui restent, quand on les remet dans la butte, après les avoir émiettés, ben, eux, ils sont aussi totalement métamorphosés en humus sain et fertile. Mais pour ça, il y a une petite opération qui se fait au moment où toutes les chairs sont déjà décomposées. Donc, après plus ou moins 4 mois, les os sont nettoyés, détachés les uns des autres. Donc, c'est un jeu d'enfant d'enlever tout ce qui n'est pas biodégradable, comme par exemple des prothèses en titane, en silicone, des amalgames dentaires, des pacemakers, sans agresser le corps, puisque il n'y a déjà plus d'enveloppe charnelle. Il n'y a pas besoin d'être chirurgien pour enlever tout ça, pour pouvoir les recycler correctement, puisque ça ne sert à rien de les laisser dans une butte de compostage. Autant faire en sorte qu'ils soient recyclés correctement. Et c'est à ce moment-là que c'est plus facile de mouliner les os et les dents. Donc, on a déjà le matériel pour pouvoir le faire. On l'a testé sur des animaux. L'animal passe par là, un chien déterre un os, ramène, enfin voilà, comment ça se passe? Est-ce que c'est des parcelles spécifiques? Est-ce que ce sont des cimetières dans lesquels il y a vraiment une zone, par exemple, pour l'humusation, ou est-ce que c'est en pleine nature, dans un champ, et du coup, bah, voilà, avec les probabilités que les os soient déterrés ou que la tête soit déterrée, j'en sais rien, par un sanglier, par un animal qui passe par là? Donc, ça ne sera pas fait n'importe où, n'importe comment, par n'importe qui. Donc, ça sera Ok, dans des lieux qui seront clôturés, sécurisés, ok, avec même d'accord. un logement pour le personnel qui va être là pour pouvoir vérifier qu'il n'y a pas Bien sûr. de malotru qui viennent Hmm. se pointer pour Bah nuire oui. à l'humusation ou pour Mhm. nuire au processus. En tout cas, donc on a prévu effectivement d'avoir des sécurités à ce niveau-là. Par Ok. contre, le fait de mettre le corps que ce soit d'un animal de compagnie ou d'un humain, au milieu d'autant de mètres cubes de broyat de copeaux de bois, ça agit un peu comme un biofiltre. Donc, ça empêche la diffusion des odeurs de décomposition. Et donc, les charognards ne sont même pas au courant qu'il D'accord. y a un corps en décomposition. Et donc, naturellement, ils ne vont pas vers la butte de mise en humusation. Et s'ils y allaient malgré tout, Mhm. sans raison précise, eh bien, comme ça monte en température et ça monte entre 50 et 70 degrés, 70 degrés, suivant la période à laquelle on démarre la mise en humusation, c'est beaucoup trop chaud. Et donc, ils s'en vont tout de suite. Donc, il n'y a aucun animal qui va venir déranger la butte pendant la période où il y a encore des choses qui peuvent les intéresser. C'est surtout donc, la période où les chairs ne sont pas encore décomposées. Et puis par après, après plus ou moins 4 mois, en fait, on passe les os à la moulinette, donc il n'y aura plus vraiment de quoi les intéresser du tout. Mais de D'accord. toute façon, ça sera clôturé, sécurisé. Super. Et il y aura du personnel qui va surveiller donc que les conditions restent bonnes pendant toute la durée du processus, mais en plus, il va y avoir donc quelqu'un qui va s'assurer qu'il n'y a pas de personnes malveillantes qui viennent Mhm. déranger les buts. D'accord. Et est-ce que du coup, il y aura une odeur en fait dans le processus d'humusation? Est-ce que ça dégage une odeur forte? Je ne sais pas. Mais pas du tout, puisqu'on on D'accord. l'a fait d'ailleurs l'année dernière en présence donc des caméras d'une télévision locale en Belgique et de France 3. Donc, Mhm. et France 3, je veux dire général, donc pour la France, et France 3 Lille, qui sont venus quand on a ouvert une butte qui avait été constituée pour des chats, un chat et 2 chiens. Et donc, ils ont pu s'apercevoir que les os étaient nettoyés, détachés les uns des autres après Mhm. 3 mois, et qu'il n'y avait pas la moindre odeur. Donc Ok.
il y a des personnes extérieures à notre mouvement qui ont pu en avoir la certitude. Et d'ailleurs, ils ont publié leur reportage et où ils ont dit que les eaux étaient effectivement nettoyées, détachées les uns des autres, et il n'y avait plus qu'à les mouliner. À l'époque, on n'avait pas la machine pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, donc on ne l'a pas fait devant la caméra, mais en tout cas, depuis lors, on a acquis ce matériel qui est essentiel pour faire en sorte qu'après les 12 mois, on ait vraiment la métamorphose de toutes les cellules de la dépouille mortelle en humus sain et fertile. Ok, merci beaucoup. Alors, voilà, donc en France, au niveau des avancées, il y a un groupe qui a été reçu par un organisme qui dépend du CNOF, donc le Conseil national des opérations funéraires. Il y a Lucie qui est en train de nous écouter et qui est allée avec un autre ambassadeur pour la région de Rennes, Antoine Bigan, et Laurence Loutre-Barbier, qui est une pompe funèbre alternative de la région de Lyon. Et donc, ils ont été reçus par cet organisme, la DGGL. Et donc, il y a un dossier à rentrer pour le 3 novembre, où là, ils vont examiner la possibilité ou pas d'aller plus loin avec l'humusation. Et donc, c'était depuis 2017 qu'Elisabeth Lamure avait déjà interpellé le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à l'époque, sur la possibilité d'admettre l'humusation dans la loi en France. Et donc, il a fallu quasiment quasiment 4 ans pour que le CNOF daigne s'en préoccuper. Maintenant, au départ, c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement d'actes de dernière volonté qui avaient été envoyés aux élus locaux. Donc maintenant, la pression de la population sur leurs élus est telle qu'ils ne peuvent pas faire autrement que en tout cas, d'examiner dans le détail ce qu'on propose. Donc ça, c'est pour la France. Donc c'est un peu partout la même chose, hein. En Suisse, c'est pareil. Chaque fois, il faut qu'il y ait une volonté de la population pour que le politique accepte de prendre en compte l'humusation. Il nommé comme le chemin qui mène à la cessation de la souffrance, qui l'occupe le chemin. Mais je ne sais pas qui parle là pour le moment. Il y a quelqu'un là? Alors, je vois donc une autre question. Pascal, les jus du corps, mais ça, oui, donc ça, peut-être que vous n'avez pas entendu. Donc, on a mis pourquoi est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de jus de décomposition du corps qui vont se répandre sur la terre ou dans les ruisseaux ou les nappes phréatiques, comme c'est le cas pour l'inhumation classique. Pourquoi on est sûr? C'est parce que d'abord, on va faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour qu'il y ait une décomposition harmonieuse, donc surtout pas de jus de putréfaction, mais on a quand même prévu de déposer le corps non pas sur le sol directement, mais sur un lit de 20 cm de ce mélange végétal, de broyat végétal, pour justement, qui agit un peu comme biofiltre aussi, pour absorber les jus éventuels qui pourraient s'échapper au tout début de la mise en humusation. Et donc, on est sûr que ça ne va pas polluer la terre, puisque, et ça, par après, c'est tout le processus qui se met en place avec la microfaune du sol et surtout aussi le microbiote de la personne, qui va faire en sorte que tout va se passer vraiment d'une façon harmonieuse, puisque c'est ce que la nature a prévu depuis que le monde est monde, pour faire en sorte que les matières organiques mortes soient réintégrées à l'humus, parce que justement, on reste au-dessus du sol. On ne descend pas à 2 mètres de profondeur, on n'emballe pas les corps dans des gaines en plastique, dans des cercueils et dans des caveaux en béton.
où on ne les incinère pas. Donc, on fait ce qu'il faut pour que les forces vives que la Terre a mis en place pour rendre correctement aux couches superficielles tous les restes de ce qu'elle a produit, ben, puissent agir comme ils le font si bien depuis plusieurs centaines de millions d'années. Donc, le fait qu'ils ne risquent pas d'avoir des charognards qui viennent déranger le processus, ben ça, je pense qu'on en a déjà parlé. J'espère que vous avez entendu l'explication que j'ai donnée à ce niveau-là, puisque donc, il n'y aura pas d'odeur de décomposition, donc il n'y aura aucun animal qui sera attiré par le corps en décomposition. Et si jamais par hasard, il venait gratouiller dans la butte, ben, c'est beaucoup trop chaud et donc il ne poursuivrait pas. Alors, concernant le Covid-19, ça c'est une très bonne question aussi. Donc, c'est justement tout ça est toujours en liaison avec l'utilisation de ces 3 mètres cubes de broyat de copeaux de bois. Donc, pourquoi est-ce qu'on met autant de matière organique en même temps que le corps a décomposé? C'est pour avoir cette montée en température qui monte facilement aux alentours de 60 degrés. Et donc, ça tue tous les germes pathogènes. Le Covid aussi. Donc, tout ce qui est, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'on ne prend pas le moindre risque au niveau salubrité publique, c'est que justement, tous les pathogènes vont être détruits par la montée en température, le Covid aussi. Et ça, c'est vraiment une des raisons pour laquelle on a enterré ou incinéré, c'est parce que déjà à l'époque, on avait peur des maladies. Et on peut le comprendre, mais il n'y a pas besoin d'un bazooka pour tuer un virus ou une maladie pathogène. Il suffit simplement de monter la température et il n'y a pas besoin d'aller à 1000 degrés pour que ça soit le cas. Donc, au-dessus de 50 degrés, on est sûr que pendant quelques jours ou quelques semaines, on est certain que la butte est vraiment hygiénisée. Et ça, c'est un des avantages justement d'avoir utilisé autant de matière de broyat végétal pour créer vraiment ces bonnes conditions aussi. Est-ce que le processus de cette humusation, ben oui, mais ça c'était la même question de Soumia. Donc voilà, donc, je pense avoir répondu. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Il y a une question concernant les médicaments, les résidus de traitement là dans le chat. Ah, ben ça je n'ai pas vu, mais donc c'est une très bonne question aussi. Et ça, c'est une question qu'on ne se pose pas quand on enterre ou quand on incinère. C'est quand même étonnant. Hein, parce que ça fait depuis longtemps qu'on le fait. On croit que si on le fait, c'est que c'est bon, alors qu'en fait, il n'y a rien dans les pratiques actuelles qui prend en charge ces molécules chimiques. Donc, c'est pour ça qu'on dit que quand on meurt, ben, on continue avec toutes les molécules chimiques qu'on a en nous de par la pollution de l'air, de l'eau, de l'alimentation et des médicaments. Toutes ces molécules chimiques ne s'arrêtent pas de nuire quand on meurt, surtout quand on enterre ou quand on incinère. Par contre, dans la butte de mise en humusation, grâce justement à l'action des humuseurs et donc du monde de l'infiniment petit, qui eux ne vont pas s'empoisonner comme nous quand on absorbe une nourriture polluée. Donc tous les charognards, c'est exactement ça qui se passe. C'est d'ailleurs pour ça que ce qui se rapproche le plus de l'humusation, en tout cas dans la volonté de faire profiter les autres espèces des restes humains, c'était peut-être pas une mauvaise idée au départ de faire profiter les vautours ou les loups des restes humains, mais on a la certitude, en Mongolie, il y a eu des autopsies qui ont été faites sur les vautours qui ont eu à disposition des cadavres humains, et on s'aperçoit qu'ils crèvent des mêmes maladies que nous, parce qu'eux aussi s'empoisonnent avec la nourriture polluée.
nous, on fait appel non pas aux charognards terrestres, mais à l'infiniment petits, qui sont tellement petits qu'ils ne vont pas nous manger, donc ils ne vont pas s'empoisonner, puisque leur fonction, c'est de scinder tout en petits morceaux, aussi bien les chaînes moléculaires des molécules organiques que celles des molécules chimiques. Les molécules organiques pour les recycler admirablement et les molécules chimiques pour les rendre inoffensifs, inactifs. L'antibiotique le plus puissant, quand il est ne fût-ce que coupé en deux, il n'agit plus. Et ce n'est pas en deux qu'il va être découpé, mais en plusieurs morceaux, puisqu'il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement. Et quand on enterre ou quand on incinère, on les prive de ce travail essentiel pour la poursuite de la vie sur Terre. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, tu as d'autres questions. Si tu regardes les conversations. Ah oui, je vois 5 nouveaux messages. Voilà. Voilà. Je suis désolé, mais je n'ai pas l'habitude, donc voilà. Pas de souci. Est-ce que le processus de cette humusation n'aura pas de contraintes sous les conditions de Covid? Mais ça, je crois que j'en ai déjà répondu. Au niveau de la pollution des sols, donc même s'il y a des traitements lourds, des traitements médicamenteux lourds ou vraiment une alimentation vraiment pas idéale, toutes ces molécules chimiques qui sont venues se mettre dans nos corps et qui ont la plupart du temps provoqué les maladies de société qu'on connaît, vont être rendues inoffensives donc, par l'action des humuseurs. Et ça, c'est vraiment un superbe cadeau qu'ils nous font sans s'en rendre compte, parce que finalement, eux, ils morcellent tout ce qu'ils ont à disposition sans faire de distinction, que ce soit des molécules organiques ou des molécules chimiques. Alors, pour les odeurs, donc, elles sont... et pour les jus, il n'y a pas de jus de décomposition, comme c'est le cas dans les cimetières. Hein, là, c'est d'ailleurs ce qui fait que le travail des fossoyeurs est à ce point pénible et même épouvantable, c'est qu'il y a des jus de putréfaction qui sont retenus par les contenants de plus en plus étanches qu'on met, et quand il doit falloir exhumer les restes, quand plus personne ne s'occupe des tombes, c'est un travail vraiment épouvantable, que la plupart des fossoyeurs ne peuvent plus ou ne veulent plus faire, tellement c'est inhumain. Et là, il y a effectivement des jus de putréfaction qui sont extrêmement désagréables. Et donc là, on n'a absolument pas ça. C'est d'ailleurs les caméras d'aussi bien la télé locale de Bruxelles que de France 3, Lille et de France 3 Général, ont pu en attester quand ils ont assisté à l'ouverture d'une butte il y a 1 an. Les médicaments, les résidus de traitement, donc tout ça, en principe, seront détruits. Maintenant, on ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir réellement faire des expérimentations sur les cadavres humains pour en avoir la certitude. Parce qu'on n'a jamais pu faire des tests que sur des animaux. Et donc, on a vu que ça se passait très bien parce que c'est comme ça que ça se passe avec tout ce que la nature a mis en place. Il faut juste ne pas entraver leur action. Il n'y a pas de contre-indication, en tout cas pas à notre connaissance, mais maintenant, justement, c'est pour ça qu'on va faire, dans un futur le plus proche possible, des mises en humusation de dépouilles de quelques humains qui ont non seulement donné leur corps comme on peut le faire pour donner son corps pour faire avancer la médecine, pourquoi pas, puisqu'il n'y a pas de loi qui le permet, mais c'est communément admis, pourquoi pas le donner pour faire avancer l'humusation, puisqu'on a besoin de faire des expérimentations sur des cadavres humains qui ont eu peut-être un parcours médicamenteux et ou alimentaire fort scabreux. Il faut vérifier jusqu'où on va pouvoir aller, non pas dans la mise en humusation, mais dans l'utilisation du terreau obtenu. Peut-être qu'on va s'apercevoir que dans certains cas, ça va uniquement servir à faire pousser des arbres. Il ne s'agira pas de vouloir faire pousser des cultures maraîchères.
C'est juste ça, c'est de voir jusqu'où on va pouvoir utiliser le terreau obtenu. Mais pour le Et ça, reste, c'est la question de Hubert. Je ne sais pas si tu as vu, Francis. oui, Est-ce je que la vois. croissance d'un arbre est réellement boostée par l'humusation par rapport à un autre qui ne bénéficierait pas d'un tel traitement? Ben, évidemment, puisque tout le monde sait bien qu'il n'y a rien de tel qu'un bon compost pour faire pousser des plantes, ben, notamment des arbres. Et, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut faire non pas un bête compostage, mais un super compostage pour que on puisse montrer qu'on va avoir des résultats extraordinaires quand on va utiliser ce terreau obtenu pour faire pousser ne fût-ce que l'arbre pour aller se recueillir, puisque ça sera la preuve que ça va mieux que quand on n'a pas ce terreau pour pouvoir rendre auto-fertile l'espace pour que cet arbre puisse pousser d'une façon harmonieuse. Et ça, on pourra toujours le vérifier, parce qu'on pourra très bien faire pousser un arbre à côté sans mettre le terreau, et on verra bien lequel pousse le mieux. Mais on sait très bien qu'il n'y a rien de tel qu'un bon compost pour faire en sorte que le sol puisse faire pousser tout ce qu'on veut. Oui. Alors, comme question J'aurais une question. Vers quel horizon on pourrait envisager l'humusation? Ben, la légalisation, ça c'est une chose qu'on ne peut pas trop s'avancer, puisqu'on ne sait pas trop les réactions que vont avoir les pouvoirs politiques. Mais par contre, au niveau des expérimentations, c'est pour ça qu'on a mis en place le centre pilote. C'est pour avoir vraiment le lieu clôturé, sécurisé, pour que ça soit fait donc, dans le respect des défunts, dans le respect des familles et dans le respect du processus qu'on a envisagé pour arriver au résultat qu'on annonce. Et donc, on va avoir un bâtiment qui va permettre d'accueillir les familles un peu comme au crématorium pour faire la dernière cérémonie d'adieu, dans de bonnes conditions, que ce soit été comme hiver. Et il y aura donc un logement qui permettra donc au personnel d'assurer la surveillance, notamment la nuit, pour éviter des exactions. Il peut y avoir d'autres centres pilotes qui peuvent se mettre en place. Ah ben pourquoi pas? Pourquoi pas maintenant, puisqu'on sait que ce n'est pas évident d'avoir ce centre pilote, nous, on a déjà le terrain et donc on a déjà une partie des infrastructures qui sont mises en place et on envisage de ne pas d'inviter donc des scientifiques d'autres régions que la nôtre de venir faire des expérimentations dans notre centre pilote, puisqu'on va être bien équipé pour pouvoir mettre en œuvre vraiment le processus dans son ensemble. Ouais. Et donc, on n'est pas du tout fermé, on va laisser vraiment la possibilité au labo de venir prendre des échantillons pour savoir si le sol est pollué par rapport avant ou après la mise en humusation, pour voir voilà, le terreau obtenu, s'il y a encore de la pollution ou pas, pour voir au niveau des germes pathogènes s'ils ont bien été tous détruits. Donc, la porte sera large ouverte aux scientifiques pour venir faire tous les prélèvements qu'ils veulent pour avoir la certitude que ce qu'on avance, ça se vérifie dans les faits. Mais on est très confiant puisque ce n'est pas un processus humain. La seule chose qu'on va faire, c'est avec les humusateurs, ils seront formés pour vérifier que pendant les 12 mois, toutes les bonnes conditions seront réunies pour que justement tous ces micro-organismes puissent venir faire le travail qu'ils sont capables de faire, puisque c'est depuis plusieurs centaines de millions d'années que tout ça s'est mis en place sur la Terre pour que la Terre reste auto-fertile. Malheureusement, l'humain a le chic pour finalement priver les humuseurs de ce qui leur revient de droit, notamment quand on tire la chasse, mais pas que, quand on enterre, quand on incinère, manifestement, on soustrait de la biosphère les restes de ce que la Terre nous a donné. Et ça, c'est
c'est pas tenable puisqu'on est de plus en plus nombreux. On va bientôt être près de 8 milliards sur la Terre, donc la biomasse humaine est loin d'être négligeable, elle est même indispensable pour que la Terre continue à pouvoir produire des aliments de qualité pour nourrir non seulement les humains, et peut-être pas nécessairement directement, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la Terre n'a pas besoin d'engrais ni de pesticides chimiques si on lui laisse à disposition le reste de ce qu'elle a produit. Alors, on se base sur ce qui se passe dans la forêt. Tout le monde peut le vérifier. Dans la forêt, tout se passe très bien parce qu'on laisse sur le sol, au-dessus des racines, toutes les matières organiques mortes qui proviennent de la forêt, donc de la pousse des arbres, des déjections des animaux morts. Et personne n'a jamais dû prendre des chasses pour aller se promener dans les forêts. Ça sent toujours bon l'humus, puisque tout est recyclé en permanence, et ça sent toujours bon les sous-bois. Donc, c'est une très bonne chose que ces centres pilotes se développent pour l'humusation. Donc, c'est vrai. Mais bien sûr, donc il pourrait très bien y en avoir un en France ou plusieurs Ouais. en France. En tout cas, je pense que l'idéal, c'est enfin, on en a la certitude maintenant quand on voit le comportement de l'UC Louvain. Ce sont des gens qui n'ont pas l'humilité d'apprendre le b.a.-ba d'un bon compostage, puisque en général, c'est une matière qui n'est pas vraiment sexy. Le compostage, on considère que c'est bête, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est vrai, mais il faut quand même respecter certaines choses, notamment un bon rapport carbone-azote, une bonne humidité, une bonne aération pendant toute la durée du processus. Et bon, ben, ça ne se fait pas. Il faut pas. C'est la seule chose qu'on peut tirer comme conclusion de l'étude de l'UC Louvain, c'est qu'en aucun cas, ça ne pourra se faire n'importe où, n'importe comment, par n'importe qui. 40 000 € pour arriver à cette conclusion-là, il me semble que c'est un peu dommage d'avoir dépensé aussi mal l'argent public. Mais au moins, on a cette certitude, donc ça doit être fait dans les lieux clôturés, sécurisés, par des personnes qui sont dûment formées pour pouvoir le réussir, à faire que ces conditions restent bonnes pendant les 12 mois, et ajuster éventuellement si jamais, pour une raison ou pour une autre, il fait trop sec ou voilà, il faut en tout cas être à l'écoute de ce qui se passe dans la butte de compostage et d'humusation, et donc il faut éventuellement corriger si on s'écarte des bonnes conditions. Merci beaucoup de votre réponse. Avec plaisir. Est-ce Il qu'il y y a a une encore question. d'autres questions? Oui, il y a une question concernant la récupération du terreau de Sophie. Ah oui, donc au niveau du terreau. Donc on va se retrouver à la fin, puisqu'on utilise en plus de la dépouille mortelle 3 mètres cubes de broyat de copeaux de bois, on va se retrouver avec beaucoup plus que le compostage de ce qu'on aurait si on avait composté uniquement, mais c'est impossible de composter une dépouille mortelle si on n'utilise pas donc ce broyat végétal. Mais donc à la fin, on se retrouve avec 1,5 mètre cube de super compost. Il se fait qu'avec 1%, donc 15 litres, on a de quoi largement rendre autofertile l'espace pour planter l'arbre pour aller se recueillir. Et puisqu'on a tous une part plus ou moins grande de responsabilité dans l'état actuel de délabrement des sols par l'exploitation humaine, on se dit que l'idéal, c'est d'utiliser ce terreau. Donc, on ne veut absolument pas qu'il y ait de commerce sur le compost obtenu. Donc, le terreau va pouvoir, et ce sera d'ailleurs la deuxième partie du travail des humusateurs, ce sera d'utiliser ce terreau au mieux pour pouvoir régénérer les sols les plus malmenés. Et dans notre centre pilote, on l'a choisi cet emplacement-là, principalement parce que en plus de sols de forêt, il y avait une ancienne décharge illégale qu'il fallait réhabiliter. Et donc, sur 1,8 hectare, il fallait y mettre 30 cm de terre arable. 30 cm sur 1,8 hectare, c'est impayable, alors qu'avec le terreau, on va pouvoir relancer la vie du sol et petit à petit refaire des sols autofertiles et qui vont éviter que la pollution se propage. Donc, on va relancer vraiment, on va régénérer les sols grâce au terreau obtenu. Donc, voilà, ça va
permettre aussi de prouver que le terreau obtenu va permettre de régénérer les sols tout en faisant pousser des arbres, donc tout en diminuant l'empreinte écologique de la personne, alors que les pratiques actuelles l'augmentent encore de 5 à 10% au moins, donc un écart de 10 à 15% par rapport aux pratiques actuelles. Mais excusez-moi, je voulais savoir aussi si du coup mes descendants avaient un droit sur ce terreau et s'ils pouvaient en récupérer, comme on peut par exemple récupérer les cendres des Eh membres bien de oui, sa donc il y a minimum 1% qui va être donné à D'accord. la famille, mais peut-être aussi, admettons une famille qui a des personnes qui sont un peu dans d'autres régions du monde, ils pourront très bien, elles aussi, avoir aussi 15 litres de ce terreau pour pouvoir faire pousser D'accord. un arbre là où ils vivent, pour aller se recueillir. Mais il y a très peu de personnes qui ont l'occasion d'utiliser, comme les humusateurs, aussi bien le terreau obtenu pour régénérer les sols. Le but est là, pour nous, c'est de montrer qu'on peut avoir un impact sur le climat avec les dépouilles humaines qui vont être humusées. Parce que c'est le véritable problème qu'on a pour le moment à résoudre si on veut rester sur une terre qui est encore vivable, c'est de s'organiser pour diminuer, contribuer en tout cas à enrayer autant que possible le dérèglement climatique. Et c'est pour ça que on a proposé même de carrément arrêter l'expansion des déserts et donc les reboiser pour justement permettre à ce que la Terre continue à ne pas trop subir le dérèglement climatique. Alors, des pistes pour les terrains pour la France, je pense qu'il y a le groupe de Lyon qui a déjà, en tout cas, interpellé des responsables pour obtenir des terrains pour la France. Mais je ne sais pas si ça a déjà abouti. Par contre, ce qu'on a vu et qu'on a salué vraiment à sa juste valeur, c'est la démarche de Sébastien à La Rochelle qui a interpellé son maire en disant qu'il voulait être humusé, qui a même mis en place avant sa mort une pétition qui a recueilli pas loin de 500 signataires je veux dire, qui prouvait au maire de La Rochelle qu'il fallait prendre en compte sa demande d'être mis en humusation. Et c'est dommage qu'il n'a pas pu tenir le coup plus longtemps parce que ça aurait été avec grand plaisir qu'on l'aurait accepté dans notre centre pilote pour qu'il puisse bénéficier de ce traitement de faveur puisqu'il était intimement convaincu que c'était ça qu'il lui fallait et rien d'autre. Mais malheureusement, il a été emporté assez rapidement par un cancer assez foudroyant, si j'ai bien compris. Mais ça, je n'ai pas eu de vrai contact, en tout cas par téléphone avec lui. Alors, en ce qui concerne l'accompagnement des familles, donc, au niveau des rituels, en fait, tout ce qui se passe entre la mort et la fin des cérémonies va pouvoir rester exactement comme c'est prévu maintenant. Donc, rien ne va changer, hormis que le corbillard, plutôt que d'aller s'arrêter devant un cimetière ou devant un crématorium, il va aller vers un centre de mise en humusation. Et donc, là aussi, il y aura la possibilité d'y faire une dernière cérémonie d'adieu. Et ce qu'il y aura en plus, c'est après 1 an. Nous, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est depuis le départ, je me suis dit, après 1 an, moi, j'aimerais qu'il y ait réellement la fête, qui soit organisée pour fêter le début de toute cette nouvelle vie, puisque la période du deuil sera passée. Donc, pourquoi pas, pour ceux qui le veulent, ce ne sera évidemment pas une obligation, mais ça sera peut-être l'occasion de se réunir et de fêter finalement ce début des nouvelles vies. Et je pense que ça va certainement plaire à d'autres personnes. C'est une façon de
de rendre la mort beaucoup moins lugubre, de faire que ce processus, malgré tout, devienne réconfortant et voire même réjouissant. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre question? L'accompagnement des familles, oui. Mon désir d'humusation est noté dans en espérant que la loi évolue dans ce sens avant de mon DMP, je ne sais pas ce que c'est, mais... Le DMP en France, c'est le dossier médical partagé. Ah d'accord, ok. Donc voilà, maintenant je sais qu'en Belgique, il y a moyen de mettre dans sa commune, il y a moyen de faire une démarche pour choisir avant sa mort, notamment la pompe funèbre qu'on veut pour organiser les funérailles. Et donc on peut déjà choisir une pompe funèbre qui est en accord avec les processus d'humusation. Et ça, c'est pour être sûr que ça sera pas, qu'on n'aille pas vers des pompes funèbres qui sont opposées, par exemple, au processus d'humusation. Et il y en a de plus en plus. En Belgique, on a quelques coopératives qui sont déjà pour l'humusation, mais pour le moment, ils ne peuvent rien faire. Mais ça sera vers ces pompes funèbres-là qu'on aura plus de chances de bénéficier de l'humusation. Ils pourront amener les corps, même si ce n'est pas encore légal, mais pour la phase de test, donc ils seront au courant d'où ça se passe et comment ça va se passer. Donc ça, c'est une précaution qu'on peut prendre, donc mettre dans ce document-là, de mettre notamment, de choisir une pompe funèbre qui a en tout cas, qui n'a pas d'opposition en tout cas avec l'humusation. Mais en Belgique, on est à quelques mois tout au plus de pouvoir réellement accueillir les premiers dépouilles mortelles de quelques humains consentants. Puisque on sait très bien que on n'aura pas vraiment d'aide de l'UC Louvain. Donc, on a un organisme qui est agréé par le ministère de l'Environnement au niveau du compostage, donc qui est parfaitement habilité à pouvoir mettre en humusation, puisqu'ils sont détenteurs des protocoles qu'on a fait aussi bien pour les animaux de compagnie que pour les humains. Et il n'y a que cet organisme qui est pour le moment habilité à mettre en œuvre notre processus. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, on va laisser la porte ouverte pour que n'importe quel scientifique puisse venir faire des prélèvements pour pouvoir vérifier ce qu'on avance et pour avoir la certitude qu'il n'y aura pas de pollution du sol après avoir mis en humusation, que le terreau obtenu sera tout à fait sain, et qu'au niveau des pathogènes, ils seront détruits. Ok. Merci beaucoup, Francis. Le temps va être écoulé là d'ici peu. Donc, merci pour cette présentation. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Je crois. Et puis, merci à tous ceux qui étaient présents avec nous ce soir. Et j'aimais le souhait que l'humusation devienne une alternative accessible. Donc, je pense que mais si elle devient, on va tous militer. C'est grâce au soutien de la population. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, c'est vraiment ça qui compte. Et c'est ça qui est étonnant d'ailleurs dans les propositions, parce que d'après ce qu'on a appris au Conseil national des opérations funéraires, ils ont aussi dans leur projet d'examiner l'aquamation ou la cryomation, donc la promession. Et à ma connaissance, je n'ai jamais personne qui m'a dit « Ah ben moi, je préférerais plutôt passer dans une casserole à pression, dans un bain d'hydroxyde de potassium, plutôt que de me faire humuser. »